Elle passera par les intermédiaires. Ne demandez pas pourquoi. Dans l'immensité aride du désert du Nouveau-Mexique en 1874, Helena Cruz, une jeune femme hantée par la perte de son père, vit comme une ombre, reléguée au silence par sa belle-mère cruelle, Abigail. Elle Cette passera dernière, par les mue intermédiaires. par la peur de perdre ses cafetières, Ne demandez pas livre pourquoi. Helena au redoutable chef Apache, Taza Red Knife, pensant sceller son destin dans l'oubli. Mais ce qui commence comme une punition pourrait révéler une force insoupçonnée et un lien inattendu. Abonnez-vous à notre chaîne et partagez d'où vous nous écoutez. Helena trouvera-t-elle la rédemption ou une nouvelle appartenance? Une vérité cachée l'attend-elle? Restez jusqu'à la fin pour découvrir un dénouement qui défie les sables du désert. Sous le ciel impitoyable du Nouveau-Mexique en 1874, la maison d'adobé de William Cruz se dressait comme un tombeau de souvenirs, ses murs fissurés par le soleil et le vent. Helena Cruz, âgée de 20 ans, glissait dans les ombres de cette demeure comme un spectre, ses pas étouffés par la crainte d'attirer l'attention d'Abigail, sa belle-mère, une femme dont les yeux perçants semblaient y compter chaque grain de poussière pour en tirer profit. William, marchand respecté, avait péri 3 ans plus tôt dans un jeu accident, un chariot renversé sur la piste de Santa Fe, dont les détails flous alimentaient les murmures dans les saloons. Depuis, Abigail régnait sur la maison et sur les terres fertiles bordant la rivière, un trésor convoité dans ce pays où l'eau valait plus que l'or. Helena, avec ses cheveux noirs noués en tresses serrées et ses mains marquées par le travail, vivait dans un équilibre précaire. Elle rangeait les étagères de l'ancienne boutique de son père, pesait le sel et la farine avec une précision que William lui avait enseignée et reprisait les vêtements usés jusqu'à ce que les coutures tiennent comme des promesses. Mais chaque geste, chaque regard qu'elle posait sur les registres poussiéreux semblait une menace pour Abigail. Cette dernière, silhouette anguleuse drapée de noir, ne gaspillait jamais un mot ni un regard sans calcul. Elle savait que la loi, si Helena atteignait sa majorité sans disparaître, exigerait que les terres soient divisées et elle, Abigail, redeviendrait une femme sans rien, à la merci d'un monde qui n'épargnait pas les faibles. La maison, jadis emplie des rires d'Helena et des chansons de sa mère défunte, était devenue une prison de silence tendu. Abigail parlait d'Helena comme d'un fardeau, une fille trop curieuse qui ne savait pas rester à sa place. Les voisins, ceux qui achetaient encore du sucre dans la boutique, détournaient dans les yeux quand Helena passait, comme si sa simple existence les mettait mal à l'aise. Ils connaissaient les rumeurs. Abigail cherchait à régler le problème d'Helena, et dans ce coin de frontière où les lois s'effaçaient devant la poussière, régler un problème signifiait souvent un départ sans retour. Une nuit, alors que la lune jetait une lueur froide sur les murs d'adobe, Abigail convoqua Helena dans la pièce principale où une lampe à huile crachotait. « Assieds-toi » ordonna-t-elle, sa voix tranchante comme un éclat de silex. Helena, vêtue d'une robe usée, s'exécuta, ses mains serrées sur ses genoux. Abigail ne la regardait pas, fixant plutôt un vieux registre, comme si elle y lisait l'avenir. « Tu pars demain, » déclara-t-elle enfin. « Des hommes viendront te chercher. Ne pose pas de questions et ne me fais pas honte. » Helena sentit son cœur cogner, mais elle garda le silence, un réflexe appris face à la froideur d'Abigail. « Où vais-je » osa-t-elle murmurer. Abigail releva les yeux, un sourire mince comme une lame. « Là où tu apprendras à être utile. » Le nom de Taza Red Knife ne fut pas prononcé, mais il flottait dans l'air, lourd comme une menace. Tout le monde dans le bourg connaissait ce chef Apache, dont les raids sur les convois laissaient dans des histoires murmurées autour des feux. On disait qu'il ne faisait pas de prisonniers, que ses hommes se fondaient dans les roches, comme des ombres. Abigail, avec son instinct d'hybe et de survivante,
avait choisi ce nom pour clore le chapitre d'Helena. En la livrant à Taza par l'intermédiaire d'hommes discrets, elle transformait un meurtre en châtiment, une disparition en leçon. Le bourg, habitué à fermer les yeux, ne poserait pas de questions. Les murmures dans le saloon s'éteindraient avec le prochain orage. Helena ne dormit pas cette nuit-là. Assise sur son lit étroit, elle caressait le peigne en os que sa mère lui avait laissé, son seul héritage tangible. Elle pensait à son père, à ses leçons sur la vérification des sacs de farine, sur la façon de repérer une couture trafiquée pour cacher un vol. Elle pensait à la terre qu'il avait cultivée, à l'eau qu'il avait canalisée pour faire pousser du maïs là où le désert régnait. Et elle pensait à ce qu'Abigaël lui prenait, pas seulement la terre, mais son droit d'exister. Lorsque l'aube teinta le ciel de rouge, Helena enfila sa vieille robe, glissa le peigne et un petit couteau dans un baluchon, et attendit. Les hommes arrivèrent, 3 silhouettes poussiéreuses au regard fuyant, qui avaient même jadis partagé le pain de William. Ils ne dirent rien, se contentant de lui faire signe de les suivre. En franchissant le seuil de la maison, Helena jeta un dernier regard à l'intérieur, où Abigaël se tenait, immobile, ses mains croisées comme une veuve en deuil. Pas un mot, pas un adieu. La porte se referma, et le désert s'ouvrit devant Helena, immense et indifférent. Elle marcha derrière les hommes, le soleil brûlant son cou, ignorant si elle reverrait jamais ces terres. Mais au fond d'elle, une étincelle refusait de s'éteindre, celle que son père avait allumée, faite de discipline et de défi. Quel que soit le sort que Taza Red Knife lui réservait, elle ne se briserait pas facilement. Et quelque part, dans les replis de sa robe, un secret cousu attendait son heure. Alors qu'Helena s'éloignait de la maison d'adobe, le désert l'engloutissait, ses pas lourds résonnant comme un adieu à tout ce qu'elle avait connu. Le soleil, déjà haut, transformait l'horizon en un mirage tremblant, et les silhouettes des 3 hommes qui la guidaient semblaient d'ami se dissoudre dans la chaleur. Mais au fond d'elle, l'étincelle allumée par son père, celle de la discipline face à l'inconnu, brûlait encore, prête à défier ce que le destin lui réservait. Le désert du Nouveau-Mexique, en ce matin de 1874, n'offrait ni pitié ni promesse. Les hommes, des intermédiaires aux visages burinés par le vent, marchaient en silence, leurs petits revolvers luisant à la ceinture. Helena, baluchon serré contre sa poitrine, suivait, le sable crissant sous ses bottes usées. Ils l'amenèrent à un défilé étroit, où des rochers déchiquetés se dressaient comme des griffes contre le ciel. « Attends ici !» grogna l'un d'eux, un homme au regard fuyant qui avait jadis négocié du maïs avec William. Il lui tendit un outre d'eau à moitié pleine, puis ils disparurent, leurs ombres avalées par les dunes. Helena s'assit sur une pierre chaude, le cœur battant, mais son visage restait de marbre. Elle avait appris, sous le toit d'Abigaël, à cacher la peur, à la ranger comme un couteau qu'on sort au bon moment. Les heures s'étirèrent, le soleil grimpant jusqu'à son zénith, puis descendant lentement, peignant les roches d'orange et de sang. Le silence du désert était oppressant, brisé seulement par le sifflement d'un serpent lointain ou le cri d'un vautour tournoyant au-dessus. Helena rationnait son eau, une gorgée toutes les heures, ses lèvres gercées par la sécheresse. Elle scrutait l'horizon, guettant un signe, consciente que chaque minute d'attente était un test. Lorsque le crépuscule embrasa le ciel, un bruit de sabots résonna, léger d'abord, puis plus proche. 4 cavaliers émergèrent dans des ombres, leurs silhouettes découpées contre les dernières lueurs du jour. À leur tête, Taza Red Knife, plus grand que dans les récits, sa présence imposante comme une tempête contenue. Ses yeux, sombres et perçants, balayèrent Helena sans un mot, évaluant non pas une femme, mais une énigme. « Lève-toi » dit-il en espagnol, sa voix grave, sans colère ni douceur.
Elena obéit, ses jambes raides mais fermes. « Tu marcherais avec nous », ajouta-t-il, désignant le sentier rocailleux qui s'enfonçait dans la nuit. Pas d'explication, pas de menace. Seulement un ordre, et l'épreuve commença. Ils avancèrent dans l'obscurité, les étoiles perçant le ciel comme des éclats de verre. Elena suivait, un pas après l'autre, le poids de son baluchon creusant son épaule. Les Apaches, silencieux, semblaient connant glisser sur le terrain, leurs mocassins frôlant à peine le sol. L'eau dans l'outre diminuait, et la soif lui serrait la gorge, mais elle ne demanda rien. Elle savait instinctivement que montrer une faiblesse serait une sentence. Au milieu de la nuit, ils s'arrêtèrent près d'un ravin. Taza s'approcha, son visage à peine visible sous la lueur des étoiles. « Pourquoi es-tu ici » demanda-t-il, ses mots comme des pierres tombant dans un puits. Elena, la bouche sèche, répondit avec prudence. « On m'a envoyé, je peux travailler. » Il la fixa, cherchant un mensonge, mais n'en trouva pas. « Travaille alors, mais si tu ralentis, le désert te prendra. » Il tourna les talons, et la marche reprit, plus dure encore, à travers des pentes caillouteuses où chaque pas menaçait de la faire trébucher. L'aube pointait, un filet de lumière révélant un campement niché dans un vallon, protégé par des falaises. Des tentes de peau s'alignaient, des feux couvaient sous la cendre, et des regards curieux se posèrent sur Elena. Une femme, Martha, s'avança, ses mains calleuses tenant une gourde. « Suis-moi » dit-elle, son ton ni amical ni hostile. Elle mena Elena à une source proche où des femmes remplissaient des outres. « Tu portes l'eau, tu travailles, jusqu'à ce qu'on te dise d'arrêter. » Elena hocha la tête, saisissant un seau, ses bras protestant déjà. Les autres l'observaient, murmurant en apache, leurs mots incompréhensibles mais lourds de méfiance. Martha lui enseigna les règles. Où puiser l'eau, comment réparer un harnais, quand baisser les yeux face aux hommes. Si tu voles, on te marque. Si tu trahis, on te tue, prévint-elle, ses yeux scrutant Elena comme pour lire son âme. Elena, épuisée mais déterminée, s'attela aux jontaches, ses mains apprenant le rythme du camp. Elle remarqua les détails, les coutures lâches des sacs, les traces de pas autour du camp, comme son père le lui avait appris. Chaque geste était une preuve qu'elle n'était pas une charge. Taza, depuis sa tente, observait sans intervenir. Il ne donnait ni éloge, ni reproche, mais ses regards pesaient midés sur elle, comme s'il attendait qu'elle craque, ou qu'elle prouve quelque chose. Elena, en versant l'eau dans les jarres, sentait cette épreuve muette. Elle n'était pas une prisonnière, pas encore une alliée, seulement une étrangère en sursis. Mais dans ce camp, où chaque jour était une lutte contre la faim et les ennemis invisibles, elle voyait une chance, aussi fragile soit-elle, de transformer sa sentence en survie. Dans le camp Apache, où chaque jour pesait comme une pierre sous le soleil de 1874, Elena apprenait à lire le désert. Les traces d'un coyote signalant une source proche, les ombres des rochers indiquant l'heure sans horloge. L'épreuve de la marche nocturne, ce test brutal imposé par Taza Red Knife, s'effaçait doucement, remplacé par une lutte plus subtile. Gagner un semblant de place parmi ceux qui la voyaient encore comme une étrangère, une charge jetée dans leur vie par un monde qu'ils méprisaient. Le camp, niché dans un vallon du Nouveau-Mexique, vibrait d'une tension constante, un équilibre précaire entre survie et menace. Les dommétençons de peau frémissaient sous le vent, les feux crépitaient à peine pour ne pas trahir leur position, et les regards des femmes, lorsqu'Elena passait avec ses seaux d'eau, portaient moins de plus de questions que de bienveillance. Martha, la gardienne austère des règles, l'avait prise sous son aile, ou plutôt sous son ombre, lui assignant des tâches qui brisaient le corps mais forgeaient l'esprit. Elena portait l'eau, réparait les harnais et apprenait à tresser des cordes avec des fibres d'agave,
ses doigts s'écorchant jusqu'à ce que la douleur devienne routine. Elle observait, silencieuse, les hommes préparant des armes, les enfants courant entre les tentes, et Taza, toujours à l'écart, ses ordres murmurés comme des oracles. Un matin, alors que l'aube peignait les falaises d'un rouge sanglant, Martha lui fit signe de la suivre vers un chariot chargé de sacs près de l'entrée du camp. « Aujourd'hui, tu viens avec nous, » dit-elle, son ton sec mais teinté d'une curiosité nouvelle. Taza, montée sur un cheval noir, menait un petit groupe vers un point d'échange, un canyon étroit où les marchands osaient s'aventurer pour troquer sel, farine et balles contre des pots ou des informations. Helena, autorisée à observer, sentit son cœur s'accélérer. Son père, William, lui avait appris à repérer les fraudes, un sac trop léger, une couture refaite, et elle savait que ce moment, sous les yeux de Taza, serait un autre test. Le marchand, James Holt, un homme bedonnant au sourire huileux, déploya ses sacs sous le soleil brûlant. « Celle de première qualité, messieurs », fanfaronna-t-il, ses yeux furetant vers Taza comme pour jauger sa patience. Les hommes du camp, menés par un guerrier nommé Kael, inspectaient la marchandise, leurs mains expertes palpant les sacs. Helena, à l'arrière, remarqua un détail. Le sac de sel, noué avec une couture irrégulière, semblait étrangement mou. Elle s'approcha, ignorant le regard perçant de Kael, et passa ses doigts sur le tissu. La couture, grossière, trahissait une ouverture récente. « Puis-je vérifier ?» demanda-t-elle, sa voix ferme malgré la sueur qui perlait sur son front. Taza, immobile sur son cheval, hocha la tête, un geste presque imperceptible. Helena ouvrit le sac, plongeant sa main jusqu'au fond. Sous une fine couche de sel, ses doigts rencontrèrent comme du sable, sec et inutile. Elle en sortit une poignée, la laissant couler sous les yeux du marchand. « La moitié est du sable, » dit-elle sans accusation, seulement des faits. Un silence lourd s'abattit. James pâlit, bafouillant une excuse. « Une erreur, je le jure !» Mais Kael, déjà à ses côtés, vérifia les autres sacs. Les balles, examinées de près, étaient automnes creuses, vidées de leur poudre. La fraude était évidente, un vol qui aurait condamné le camp à un hiver de famine. Taza descendit de cheval, sa démarche lente mais menaçante. « Tu croyais qu'on ne verrait rien ?» demanda-t-il à James, sa voix basse comme un grondement de tonnerre. Le marchand, tremblant, chargea son chariot et s'enfuit, jurant de ne jamais revenir. Kael se tourna vers Helena, son regard passant de la méfiance à une reconnaissance réticente. « Bien vu », murmura-t-il, avant de retourner à ses trottaches. Taza, lui, ne dit rien, mais son silence, pour la première fois, semblait approbateur. Si cette étonnante histoire du désert vous captive, amis auditeurs, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de la suite. Partagez d'où vous nous écoutez, un saloon poussiéreux ou une ville lointaine, et restez avec nous pour découvrir ce qu'Helena affrontera encore. Sa victoire, cependant, eut un prix. Quelques jours plus tard, lors d'un autre échange, Helena, trop confiante, valida un lot de maïs sans vérifier chaque sac. Une partie, infestée de charançons, fut perdue, privant le camp de réserves précieuses. Martha, les lèvres pincées, lui tendit un sac pourri. « Chaque erreur coûte cher, » dit-elle, son ton tranchant comme une lame. Les murmures dans le camp reprirent, plus durs, certains accusant Helena d'être une malédiction déguisée en aide. Pourtant, Helena ne plia pas. Elle redoubla d'efforts, apprenant à lire les traces des marchands dans le sable, à reconnaître les plantes qui signalaient un sol sûr. Elle écoutait les récits des anciens autour du feu, captant des bribes de leur langue, et notait mentalement les routes secrètes du camp. Taza, toujours en retrait, l'observait, ses yeux scrutant non seulement ses actes, mais ce qu'ils révélaient d'elle. Helena, en réparant un harnais sous la lumière pâle de la lune,
sentait ce regard, un mélange de défi et d'attente. Elle n'était plus seulement une étrangère, mais pas encore des leurs. Une femme suspendue entre deux mondes, dont chaque pas dans le camp Apache redessinait les contours de son destin. Alors qu'Helena traçait son chemin dans le camp Apache, suspendue entre méfiance et utilité, chaque regard, chaque murmure, autour des feux, semblait peser ses actes, comme si le désert lui-même attendait de juger sa place. Sous le ciel étoilé du Nouveau-Mexique en 1874, elle n'était plus une étrangère fragile, mais une femme dont les mains, marquées de par le travail, portaient la preuve d'une résilience forgée dans l'épreuve. Une nuit, lorsque le vent hurlait à travers les falaises, portant l'odeur âcre des broussailles sèches, une agitation troubla le camp. Samuel, un garçon de 5 ans aux joues rondes, grelottait sous une pile de couvertures, sa peau brûlante de fièvre. Sa mère, Clara, une femme aux yeux creusés par l'inquiétude, veillait près de lui, ses prières murmurées, se perdant dans le crépitement du feu. Les biremèdes habituels, infusion de sauge, compresse d'écorce, échouaient, et la peur, comme une ombre, s'étendait sur le camp. Martha, appelée à son chevet, secouait la tête, ses mains calleuses impuissantes face à la chaleur qui dévorait l'enfant. Dans ce coin de frontière, où les médecins étaient aussi rares que la pluie, une fièvre pouvait emporter une vie en quelques jours. Helena, tirée de son sommeil par les sanglots étouffés, s'approcha du feu, hésitante. Elle n'était pas guérisseuse, mais les souvenirs de son père, William, remontaient en monnaie comme un guide. Lorsqu'elle était enfant, malade, il la soignait avec méthode. Eau fraîche pour calmer la fièvre, sel pour retenir l'eau dans le corps, patience pour attendre que le mal recule. « Puis-je aider » demanda-t-elle à Martha, sa voix basse mais ferme. Clara, les yeux brillants de larmes, hocha la tête, trop désespérée pour refuser. Martha, après un instant de doute, lui tendit une outre et des linges. « Fais ce que tu sais, mais si tu échoues, c'est sur toi. » Helena s'agenouilla près de Samuel, son petit corps tremblant sous les couvertures. Elle trempa un linge dans l'eau froide du ruisseau, le pliant soigneusement sur son front, puis sur ses poignets, là où la chaleur pulsait comme un tambour. Elle lui donna de petites gorgées d'eau salée, tenant sa tête pour qu'il ne s'étouffe pas. Les heures 1000 passèrent, le vent gémissant dehors, tandis qu'Helena, méthodique, changeait les linges, surveillait la respiration de l'enfant et ajustait les couvertures pour éviter le froid mordant de la nuit. Elle ne parlait pas, ne promettait rien, mais ses gestes, précis comme lorsqu'elle vérifiait un sac de sel, portaient une assurance silencieuse. À l'aube, lorsque les premières lueurs caressèrent dans les tentes, Samuel ouvrit les yeux, sa voix faible demandant de l'eau. Clara, étouffant un cri, serra son fils contre elle, puis posa une main tremblante sur celle d'Helena, un merci muet plus éloquent que des mots. Le camp, au matin, vibrait d'une rumeur nouvelle. Les femmes, qui autrefois évitaient Helena, lui adressaient des hochements de tête prudents. Martha, sans sourire, lui tendit une tortilla chaude, un geste rare. Mais avec ce respect naissant, vinrent des murmures plus sombres. Certains hommes, ceux qui voyaient en elle une intruse, chuchotaient qu'elle gagnait trop d'influence, qu'une étrangère ne devrait pas tenir des vies entre ses mains. Taza, comme toujours, observait depuis sa tente, son silence plus pesant que n'importe quelle parole. Quelques jours plus tard, un cavalier solitaire arriva au point d'échange, un homme au chapeau taché de sueur nommé Garrett Boone. Ses yeux, petits et vifs, reconnurent Helena parmi les Apaches. « Helena Cruz », dit-il, feignant la surprise, son sourire trop large pour être honnête. « Ton père achetait mes provisions, tu te souviens ?» Il parlait fort, comme pour attirer l'attention, mais Taza, à quelques pas, ne bronchait pas. Garrett, après avoir vendu des informations sur les patrouilles militaires, s'approcha d'Helena, baissant la voix.
Ta belle-mère, Abigail, s'inquiète pour toi. Elle dit que tu as été enlevé. Je peux te ramener au bourg, en sécurité. » Ces mots, lisses comme une piste trop bien tracée, sentaient éloder le piège. Helena, le cœur battant, croisa le regard de Taza. Ses yeux, sombres comme une nuit sans lune, semblaient donc lire l'offre de Gareth comme un livre ouvert. « Je reste, » répondit-elle, sa voix coupante comme le vent du désert. Gareth insista, son ton mielleux. « Réfléchis, petite, ce n'est pas une vie pour toi. » Mais Taza s'avança, sa présence imposante réduisant Gareth au silence. « Elle a à parler. Va-t'en. » Le ton n'admettait pas de réplique. Gareth, blême, remonta sur son cheval et disparut dans un nuage de poussière, son offre emportée par le vent. Plus tard, près du feu, Taza s'adressa à Helena, sa voix basse. « Cet homme ne voulait pas te sauver, il voulait t'emmener pour que tu meures sur le chemin. Abigail ne te veut pas vivante. » Helena comprit, un frisson glacé parcourant son dos. Abigail avait payé Gareth non pour la ramener, mais pour s'assurer qu'elle disparaisse, transformant sa mort en une excuse pour lancer les soldats contre le camp. Taza l'avait protégé, non par bonté, mais parce qu'il refusait de laisser son peuple devenir un pion dans les jeux des Blancs. Dans ce geste, Helena vit une vérité du désert. La survie n'était pas un cadeau, mais un pacte scellé par des actes, non des promesses. Alors qu'Helena absorbait la vérité brutale du désert, que la survie était un pacte forgé dans l'action, non dans les promesses, une nouvelle détermination s'ancrait en elle, comme une racine s'accrochant à la roche. Le camp Apache, avec ses feux discrets et ses murmures, lui avait offert un refuge précaire, mais la menace d'Abigail, tapie dans l'ombre, exigeait une confrontation. En ce printemps 1874, sous le ciel implacable du Nouveau-Mexique, Helena se préparait à affronter son passé, non pour le reconquérir, mais pour le clore. Une nuit sans lune, alors qu'elle rangeait ses maigres affaires, ses doigts effleurèrent une couture épaisse dans la doublure de sa vieille robe, celle qu'elle portait lors de son départ. Intriguée, elle défit les poings avec soin, révélant un papier plié, jauni, mais intact. C'était un titre de propriété, rédigé par son père, William, désignant Helena comme unique héritière des terres riveraines. Une note manuscrite, de l'écriture tremblante de Lucie, la servante fidèle, accompagnait le document. « Cache ceci, Abigail ne doit pas savoir. » Helena, le cœur serré, comprit que Lucie, risquant tout, lui avait donné une arme contre sa belle-mère. Elle montra le papier à Martha, puis à Taza, dont les yeux s'aiguisèrent comme ceux d'un faucon. « Abigail veut ta mort pour ceci, » dit-il, sa voix basse comme un grondement de canyon. « Si tu retournes au bourg, elle te tuera avant que tu parles. » Il marqua une pause puis ajouta « Mais si tu restes, elle trouvera un autre moyen. Je t'emmène, pas pour toi, mais pour que mon peuple ne paie pas son jeu. » Le voyage vers le bourg fut une danse avec le danger. Taza, Kael et un jeune guerrier nommé Bech partirent avec Helena, leurs chevaux glissant comme des ombres sur les pistes rocailleuses. Ils évitaient les routes patrouillées, campant sans feu, leurs regards scrutant l'horizon pour déceler la moindre poussière trahissant une embuscade. À l'approche du bourg, sous un ciel crépusculaire où les étoiles perçaient comme des aiguilles, Helena sentit son estomac se nouer. Les maisons d'adobé, familières mais étrangères, se dressaient comme des sentinelles d'un monde qu'elle avait quitté. Les habitants, alertés par leur arrivée, les observaient d'eux depuis des fenêtres entr'ouvertes, leurs murmures aussi tranchants que des éclats de silex. Ils se dirigèrent vers le bureau du juge Henry Brooks, un bâtiment trapu, jouxtant l'église. Taza, imposant mais retenu, laissa Helena entrer la première, son ombre la suivant comme un bouclier. Henry, un homme aux cheveux gris et à l'air las, sursauta en reconnaissant Helena.
Mademoiselle Cruz, balbutia-t-il, son regard glissant vers Taza avec méfiance. Que voulez-vous? Helena, tenant le titre de propriété, parla d'une voix claire. Mon père m'a laissé ces terres. Abigail les a revendiquées avec un faux document. Je veux justice. Henri, hésitant, prit le papier, ses doigts d'encombrés tremblant légèrement sous le poids d'art de l'accusation. Abigail fut convoquée. Lorsqu'elle entra, vêtue de noir comme une veuve éternelle, ses yeux lancèrent des éclairs de haine contenue. « Tu oses de revenir avec eux » siffla-t-elle, sa voix venimeuse. Lucie, appelée comme témoin, se tenait à l'écart, ses mains nouées, son visage marqué par des années de loyauté silencieuse. Sous le regard perçant d'Henry, elle parla. Abigail a fabriqué une fausse cession imitant la signature d'Helena. J'ai vu ces brouillons cachés dans le bureau de William. Abigail, blême, protesta, accusant Lucie de mensonge, mais Henry, comparant les signatures, confirma la fraude. Le titre d'Helena est légal, déclara-t-il, sa voix ferme malgré la tension. Abigail, vous devez quitter les terres dans les 30 jours. La victoire, cependant, était amère. Les regards des habitants, chargés de mépris pour une femme revenue avec des Apaches, pesaient sur Helena comme une condamnation. Abigail partit, humiliée, ses plans réduits en poussière. Helena, installée dans la maison de son père, organisa la location des terres à une famille honnête, paya les dettes de William et fit rédiger une déclaration publique. Taza et son peuple ne l'avaient pas enlevé, mais protégé. Ce geste, petit mais audacieux, troubla les murmures du bourg. Pourtant, la maison, avec ses murs chargés de souvenirs, ne lui appartenait plus. Une nuit, assise sous le mesquite planté par son père, Helena contempla les montagnes, sombres contre l'horizon. Taza, accoudée à la clôture, brisa le silence. « Tu as gagné, mais ce lieu te retient-il encore ?» Helena, pesant chaque mot, répondit « C'est à moi, mais je n'y suis plus chez moi. » Taza hocha la tête. « Choisis où tu appartiens, pas pour moi, pas pour eux, pour toi. » Le lendemain, Helena confia la maison à Lucie, empaqueta le peigne de sa mère et quelques tocoles de lettres de son père, et rejoignit Taza, Kael et Bêche. En chevauchant vers le désert, elle ne regarda pas en arrière. Le bourg s'effaça, mais l'horizon s'ouvrit, et dans ce vide aride, Helena trouva une liberté qu'aucune terre ne pouvait offrir. Sous les étoiles du Nouveau-Mexique, l'histoire d'Helena Cruz s'achève, un écho de courage et de choix face au désert impitoyable. Qu'en pensez-vous, amis auditeurs? Partagez vos réflexions. Helena a-t-elle trouvé sa vraie place, ou le désert cache-t-il encore des secrets? Vos pensées illuminent notre chemin, alors laissez un commentaire, d'un salon poussiéreux ou d'une ville lointaine. Un immense merci pour avoir chevauché avec nous à travers cette aventure. Restez à l'écoute, car d'autres récits, tissés de sable et de vérité, vous attendent. À bientôt, sous un nouveau ciel étoilé, pour une autre histoire qui défie l'horizon.